Bon, on se calme tout de suite, c'est peut-être pas assez grave que ça. C'est vrai que je vais probablement faire souffler chaud, faire souffler le froid, mais tout d'abord, j'avais de toute manière prévu de vous dire que pour commencer, il n'y a pas de crise environnementale. Oh, ça va bien. En fait, cette information est tout à fait sérieuse. Elle est basée sur une information scientifique très importante, publiée l'année dernière dans une revue très très prestigieuse, en l'occurrence la revue Science. Essayez pas de tout lire, de toute façon c'est trop petit. Une information qui a été également présentée à l'occasion d'un colloque international très important de géologie. En effet, il s'agit bien de géologie, qui a lieu chaque 4 années. Et cette information a eu un très grand impact dans la communauté scientifique, mais également dans la presse internationale. Et vous pouvez voir ici des revues aussi prestigieuses que The Economist, Le Monde, Die Spiegel, etc. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? De quoi s'agit-il profondément? Ces scientifiques nous disent que pendant 7 années, c'est un groupe international de 35 personnes, ont étudié l'état global de la planète et son évolution récente. Et sont arrivés à la conclusion que nous étions sortis de l'état qui prévalait sur notre Terre depuis la fin des dernières glaciations, il y a 10 000 ans, et qui a permis à notre espèce, Homo sapiens, de prospérer et de se développer. Jusqu'à présent, on a parlé d'une époque qui a été dénommée l'Holocène. Mais ce qu'affirment ces scientifiques, c'est que nous étions sortis de cet état, que nous avions amené la Terre dans un nouvel état qu'il convenait d'appeler maintenant Anthropocène. Et c'est justement pour cette raison que le mot crise ne convient pas. Parce que le mot crise, finalement, on doit garder ce mot crise pour décrire un système qui a des chances de revenir à son état initial. Or, c'est précisément la conclusion qu'ont fait ces scientifiques. Il était impensable d'imaginer que la Terre puisse revenir à l'état précédent, celui qui prévalait depuis les dernières glaciations, et que nous avions amené la Terre dans un nouvel état qu'il convenait d'appeler, cette fois-ci, Anthropocène. Alors bien sûr, maintenant je souffle froid, il n'y a pas de crise environnementale, mais il y a évidemment des problématiques environnementales pressantes. Il y a toute une constellation de problématiques environnementales, mais il y en a une qui est la star, qui domine absolument toutes les autres problématiques. Et c'est évidemment le changement climatique. Elle est à l'agenda constant des médias et également à l'agenda de nombreux politiques. Elle est certes importante, mais il convient quand même de s'intéresser à d'autres problématiques qui permettent de développer et d'amener des idées très très surprenantes. Et j'aimerais vous en présenter une. C'est le thème de la biodiversité. Cette biodiversité est en effet, son étude, son évolution montre qu'elle est telle qu'actuellement, on peut la comparer à des phases très importantes de l'histoire de la Terre. Je suis géologue, alors forcément j'ai cette approche. Et en particulier à ce qu'on appelle des extinctions massives. En effet, notre planète, depuis au moins 600 millions d'années, a connu 5 phases d'extinction massive. Alors qu'est-ce qu'une extinction massive? Je vais vous montrer ça. Hop, je me trompe de... Je vais vous la montrer sous la forme d'un graphique. Je suis désolé, j'ai une formation scientifique à la base. Mais c'est un graphique très simple, sans chiffres, avec d'une part un axe qui vous présente la biodiversité et un autre axe le temps. Et quand on étudie l'évolution de la biodiversité et le développement d'une extinction massive, on constate dans un premier temps que la courbe est relativement plate. Il y a une forme d'équilibre entre apparition et disparition des espèces vivantes. Puis, sous l'effet d'un stress écologique global, on va voir cette biodiversité chuter très fortement pour atteindre un point minimum, puis ensuite, à tous les cas, remonter. Donc la vie reprend toujours ses droits. Alors ici, c'est un cas général. Et dans le cas général, on considère, et on parle d'extinction massive, quand au minimum, 75% des espèces vivantes disparaissent de la Terre dans un temps inférieur à 2 millions d'années. Et le cas général, et ça a été démontré, pour chacune de ces 5 extinctions massives, ça a été lié, de près ou de loin, au moins à du volcanisme. Ça, c'est la situation classique de ces 5 extinctions massives. Mais enfin, elles se sont toutes déroulées un petit peu différemment. Et je vous propose de vous intéresser à une en particulier, qui est très célèbre, parce qu'elle a vu, et c'était la 5e, la dernière, elle a vu la disparition des fameux dinosaures. C'était il y a 66 millions d'années. Alors, j'ai laissé la courbe précédente, et il y a 66 millions d'années, ce qui s'est passé, dans un premier temps, on a eu d'abord un volcanisme extrêmement important qui, en effet, a fait diminuer très fortement la biodiversité. Et puis ensuite, ultérieurement, cerise sur le gâteau, ou goutte d'eau qui fait déborder le vase, on a eu chute d'une météorite. Et là, vous avez vu que le système va beaucoup plus vite. C'est-à-dire, on le voit, d'abord la pente, elle est certes raide, mais encore avec la météorite, la pente de la courbe, donc la vitesse de la chute de la biodiversité, elle est encore plus rapide. Ça, c'est ce qui s'est passé à la fin des dinosaures. C'est la situation qui a amené à la fin des dinosaures. Et puis, finalement, comparons cette situation, j'ai reporté en gris la courbe de la fin des dinosaures, avec ce que nous sommes en train de vivre.
Pour l'instant, nous n'avons pas vécu la 6e extinction, fort heureusement, des espèces vivantes. Mais nous sommes dans une situation amorcée qui présente deux caractéristiques. On voit ici, c'est la courbe en rouge, on voit que cette courbe est plus raide que la courbe d'un système volcanique classique d'une extinction massive. Autrement dit, actuellement, les espèces vivantes disparaissent plus rapidement qu'elles ne disparaissaient à la fin des dinosaures. L'autre observation intéressante, c'est la pente de cette courbe. Elle est tout à fait similaire à la courbe que connaît la chute de la biodiversité quand on a une chute de météorites. Donc, à quelque part, il est convenable de les comparer. Alors, de ces observations, de ce que je viens de vous présenter, on peut retenir trois choses. D'abord, actuellement, les espèces vivantes disparaissent au moins aussi rapidement qu'elles ne disparaissaient au temps des dinosaures. Les dinosaures, et ça j'en profite pour vous le dire, n'ont pas disparu dans un grand barbecue planétaire allumé par une météorite dans un temps très court. Ça a quand même pris du temps de faire disparaître des dinosaures. Et quand on considère cette durée et qu'on la ramène aux vitesses qu'on connaît maintenant, le phénomène actuel est au moins aussi rapide que ce qu'il n'a été à l'époque. La deuxième conséquence importante, c'est que les 5 grandes extinctions que la Terre a connues jusqu'à présent ont toujours eu une origine géologique, volcan et ou météorite en plus. Ici, pour la première fois, sur un temps très court, la cause est d'origine biologique, c'est nous, Homo sapiens, et d'où le nom Anthropocène qui a été choisi pour cette période géologique, anthropos signifiant humain. Troisième conséquence, imaginons que nous arrivions à l'extinction massive, ce qui est tout à fait, certains calculs le prédisent en quelques milliers d'années, ce qui est juste une fraction de seconde à l'échelle des temps géologiques, on ne parle plus de 2 millions d'années, mais de quelques milliers d'années. Imaginons qu'elles se produisent. C'est ce que j'ai reproduit en trétier ici. Nécessairement, n'ayez aucune crainte, la vie avec un grand V, de toute façon, elle va s'en sortir. Coup de chaud. Elle va s'en sortir, la vie. Mais ce qui est en jeu fondamentalement avec l'Anthropocène, ce n'est pas la survie de la vie avec un V majuscule, c'est bien la survie de nous et bien de notre humanité, en effet. Alors, on pourrait naturellement, puisque je viens de développer la question de la biodiversité, et que le climat, qui est aussi une question tout à fait grave, être tenté de vouloir associer ces deux thématiques et se dire finalement la chute de la biodiversité est due à la chute au changement climatique. Eh bien, non. En fait, le climat, jusqu'à présent, n'est que très très peu responsable de la chute de la biodiversité. Évidemment que si le climat venait à se dégrader très fortement, il aura un impact plus grand encore sur cette chute de la biodiversité, mais pour l'instant, ce n'est pas lui qui explique la situation. Donc du coup, vous voyez qu'on a un problème pour apprendre ces questions environnementales. Parce que je vous présente la question de la biodiversité, le climat, mais finalement, on n'arrive pas à avoir une vision globale de ce qui est en train de se passer sur Terre. Pour apprendre de manière générale les questions climatiques, il faut passer par autre chose. Et les mêmes scientifiques qui ont travaillé sur cette question de l'Anthropocène, que je citais au début, eh bien, ont proposé un espèce de tableau de bord global qui présente 9 thématiques environnementales qu'il convient de surveiller en priorité. Ce n'est pas exhaustif, mais en tout cas, ces 9-là, il faudrait les surveiller. Il s'agit évidemment du changement climatique, de nouvelles entités chimiques, en l'occurrence, imaginez par exemple, pour un sujet qui maintenant est connu par le grand public, c'est la question des perturbateurs endocriniens, ces substances qui interfèrent avec notre système hormonal. Il s'agit également de la couche d'ozone, des aérosols, des particules en suspension de l'atmosphère, de l'acidification des océans, de cycles azote et phosphore, deux substances chimiques abondamment utilisées dans l'agriculture, de l'utilisation de l'eau douce, de l'utilisation du territoire, et enfin, évidemment, de la biodiversité. Et pour chacune de ces thématiques environnementales, il a été défini d'abord une limite en deçà de laquelle le système ne devrait pas être trop, en tout cas la thématique environnementale elle-même, ne devrait pas être trop perturbée. Mais au-delà de cette limite, c'est le deuxième cercle, ici en gras, concentrique, mais plus à l'extérieur. Là, ce n'est plus une limite, c'est un seuil. Au-delà de ce seuil, le système devient complètement incontrôlable. Et on ne sait pas du tout ce qui peut se produire, et il peut se mettre en place des dynamiques, des rétroactions négatives pour le système terrestre. Alors je vous laisse quelques secondes considérer ces 9 limites planétaires et essayer d'imaginer lesquelles sont pour lesquelles on aurait outrepassé les limites, voire les seuils. C'est les 9 là. Rapidement. Allez, je vous donne la réponse. 3 possibilités. D'abord, il y a 2 limites pour lesquelles les calculs, c'était les points d'interrogation qui sont présentés ici, pour lesquels les calculs n'ont pas pu être faits. Pour l'instant, à l'état des recherches, on sait juste que c'est des thématiques qui sont sérieuses, qu'il faut surveiller. Les nouvelles entités chimiques sont parfois présentées comme des bombes à retardement. Les effets sur les systèmes hormonaux sont terribles. Depuis 40 ans, on a perdu près de 40% de la fertilité masculine pour cette raison. Mais ça n'a pas été calculé.
considérons ceux qui ont été calculés. Pour trois de ces thématiques, on est encore dans le vert. Ça veut dire qu'on n'a encore pas dépassé la limite. Couche d'ozone, on sait bien que c'est un processus à peu près réglé. L'acidification des océans, alors là, on est encore de ça de la limite, mais en fait, elle va grandissante. On pourrait très bien, relativement rapidement, la dépasser. L'eau douce, encore pas trop mal, quand bien même on sait que dans certains endroits dans le monde, c'est un problème très très sérieux. Maintenant, il y a des limites ici qui sont en jaune. Ce sont des limites qui ont été dépassées, des valeurs qui ont été dépassées, évidemment changement climatique. Et à lui seul, ce schéma résume bien la question climatique actuelle. Nous avons dépassé la limite planétaire en termes de changement climatique, mais nous n'avons pas passé le seuil. Ça veut dire qu'il est urgent au niveau international de prendre les dispositions nécessaires pour ne surtout pas outrepasser ce seuil. Nous avons des effets de changement climatique, mais c'est encore une situation gérable. La même chose, l'utilisation du territoire, et c'est d'ailleurs tout à fait l'actualité de notre pays, puisqu'une décision a été prise récemment sur cette question au niveau de la Suisse, c'est un paramètre extrêmement important. Il faut savoir que c'est le principal paramètre qui explique la chute de la biodiversité. Donc le mitage du territoire, l'utilisation du territoire est un paramètre extrêmement important. Et puis, deux limites qu'on a défoncées. On a dépassé les seuils, évidemment la biodiversité, je ne vais pas revenir là-dessus, mais les cycles d'azote et phosphore avec deux choses. L'azote et le phosphore posent des problèmes d'agriculture. Tout notre système mondial agriculture est basé sur ces ressources-là. Or, le phosphore, ne serait-ce que le phosphore, est une ressource qui vient des productions minières, qui est donc une ressource limitée, et nous devrions, dans une quinzaine d'années, atteindre le pic de production. Donc ça veut dire que par la suite, on va rentrer dans des phases de pénurie de phosphore, donc potentiellement de pénurie de production alimentaire. Mais plus encore, donc c'est déjà on un point très grave, mais plus encore, azote et phosphore participent à une forme d'asphyxie des mers et des océans. Et étant donné qu'on a largement outrepassé le seuil, beaucoup de scientifiques s'inquiètent de la situation, parce qu'on pourrait voir des mers, d'abord des mers intérieures, du type Méditerranée, s'appauvrir très fortement en oxygène, et donc voir toute la vie qu'il contient fortement diminuer. Ça a évidemment des conséquences désastreuses en termes de biodiversité, de chaînes alimentaires, mais évidemment à court terme aussi en termes économiques, puisque vous imaginez bien que ce sont des ressources très importantes pour les économies. Voilà pour une vision globale. Vous voyez que ce tableau de bord, c'est une sorte de tableau de bord, nous permet d'avoir cette vision globale sur le monde. Maintenant, tout ça, c'est bien joli, mais sur le fond, ça nous donne des chiffres, ça nous montre des évolutions, mais ça ne nous dit rien sur le fond, sur les raisons qui sont en jeu derrière cette problématique. Alors on pourrait évidemment se dire, eh bien tout ça, c'est la population. Au XXe siècle, et toujours actuellement, la population connaît une croissance extraordinaire, et c'est la raison du problème. C'est sûr que c'est un paramètre important. Mais il n'est pas suffisant pour comprendre où nous en sommes actuellement. La population mondiale est certes un paramètre très très important, mais c'est surtout un paramètre aggravant. Et pour bien le comprendre, cette fois-ci, il faut sortir de ce que je vous ai présenté, sortir du champ des sciences naturelles, des sciences environnementales, des sciences physiques, pour passer dans un autre champ du savoir, qui est celui des sciences humaines et sociales. Vous savez, ces savoirs qui sont souvent vilipendés par ceux qui ont des solutions simples dans un monde complexe. Car ces sciences sont très importantes. Et qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent que ce qui est en jeu sur ces thématiques environnementales relève fondamentalement des représentations que nous avons de notre environnement et de notre manière de concevoir cet environnement. Ces questions-là, c'est des questions clés pour comprendre l'Anthropocène. Et on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais on peut résumer ces représentations que nous portons dans notre manière de voir l'environnement au travers d'un modèle très simple et bigrement efficace. C'est celui qui consiste à voir le monde selon un schéma très très simple, donc, en partageant les choses soit de nature, soit de culture, sans aucune possibilité intermédiaire, sans concession. Les choses sont soit l'un de l'autre. Donc, par nature, on entend tout ce qui est déterminé, c'est le monde extérieur à nous, qui suit des lois physiques intangibles. Et d'ailleurs, c'est sur cette idée que la science moderne est au XVIIe siècle, et c'est ce que fondamentalement la science cherche à trouver, c'est-à-dire ces lois intemporelles. Et de l'autre côté, la culture, c'est une liberté dans ce monde, liberté conçue comme une absence de contraintes pour l'humanité. Et ces sciences humaines essentielles nous enseignent encore que cette idée très forte qui conditionne notre manière de voir le monde est apparue très précisément durant la Renaissance en Occident. Elle s'est progressivement développée en Occident pour ensuite s'exporter dans le monde entier.
Donc on est arrivé maintenant dans une situation, ce n'est pas la seule manière de considérer notre relation au monde, mais c'est celle qui a commencé à dominer les autres. Et d'une certaine manière, on peut dire qu'une bonne partie de l'humanité vit un peu comme si elle était en dehors du monde, en dehors de son environnement. Et si je peux prendre une comparaison avec l'automobile, c'est comme si on avait un pied sur la pédale d'embrayage et qu'on s'était déconnecté du moteur. Alors, comment maintenant on peut aller plus loin? C'est parce que cette manière de voir le monde, c'est un peu comme des lunettes. C'est un peu comme des lunettes qu'on porte depuis quelques siècles pour voir le monde, mais maintenant l'Anthropocène nous pousse à observer les limites de ce modèle, de voir le monde d'une autre manière. Et je prendrai 2 exemples. On sait très bien, 2 exemples. Le premier par une question. Imaginez-vous un seul instant qu'il y ait une seule surface de la Terre sur laquelle l'activité humaine ne s'est pas manifestée. Et à mon avis, ce n'est pas possible. Imaginez un seul instant les océans. Les océans recouvrent à peu près plus de 70% de la surface de la planète. Et nous savons que dans les océans flotte énormément de plastique. Donc nous savons que c'est un problème. On parle de 6e, 7e continent, avec ces systèmes qui tournent sur les océans de plastique. Mais ne croyez pas que ces plastiques ne sont qu'en surface, en flottaison. La grande partie de ces plastiques tombent également au fond de l'eau. Donc on se retrouve également avec des fonds d'océan, donc en gros le 70% de la planète, qui est recouvert de débris de plastique. Donc, comment imaginer et appliquer cette séparation nature et culture? Mais un autre exemple que j'aimerais prendre ici, tiré d'un objet que je trouve remarquable du musée de la nature du Valais à Sion, qui est ce trophée de cerf. On pourrait a priori imaginer qu'il s'agit d'une œuvre d'art qui aurait sa place dans un musée d'art moderne. Le problème, c'est que cet objet, en fait, vient d'un cerf qui est mort par épuisement avec des bâtons dans ses bois, des bâtons de barrière dans ces bois, et qui a été découvert par le service de la chasse. Donc on n'a pas une œuvre purement culturelle, mais d'un autre côté, ce n'est pas non plus le trophée de cerf classique présenté parfois dans les musées de sciences naturelles, puisque justement il a des piquets de cerf dans la tête, donc sur ces bois. Donc à quelque part, on a ici un objet qui est symbolique de l'Anthropocène. Il s'agit d'un objet hybride qui n'est ni vraiment de nature, ni vraiment de culture. Donc vous voyez que de cette manière, l'Anthropocène nous montre très fortement les limites de cette manière de concevoir notre relation en l'environnement. Alors pour conclure, j'aimerais conclure sur cette phrase et quand même souffler un petit peu de chaud sur cette assemblée, j'y crois très fortement, terminer sur cette phrase très forte d'Edgar Morin, qui dit « le probable est la désintégration ». Je ne vais pas continuer là-dessus, je vous en ai assez dit. En revanche, l'improbable est possible et la métamorphose. C'est-à-dire, considérons avec Edgar Morin que ce qui est épuisé actuellement, dans notre manière de voir le monde, d'une certaine manière, c'est notre histoire qui est épuisée. Il nous faut changer de modèle, il faut changer cette manière de voir le monde, et c'est un vrai enjeu culturel. Mais en revanche, ça ne signifie pas que la puissance créative humaine est, elle, à bout de souffle. Absolument pas. Au contraire, parce que nous sommes dans une situation de crise, on voit émerger de plus en plus des solutions partout dans le monde qui sont pour l'instant marginales, mais qui nécessairement, parce que nous savons qu'inexorablement les cultures se transforment, non pas par des révolutions, mais par des lentes métamorphoses, que toutes ces initiatives qui sont en train de naître actuellement un peu partout dans le monde seront probablement, et pour autant qu'on réussisse notre adaptation anthropocène, feront les ferments de ce nouveau rapport au monde que nous devons inventer. Donc, il est clair que cette puissance créative, elle doit passer par le développement de technologies environnementales. Ça, c'est une condition nécessaire, mais ce ne sera pas suffisant de compter sur la technique pour réussir. Nécessairement, on devra aussi, il faut accepter l'idée que notre culture et sa manière de concevoir le monde puissent également évoluer. Alors, coup d'envol ou coup d'arrêt, l'Anthropocène, c'est surtout le signal fort d'une nécessaire métamorphose pour réussir pour continuer l'aventure humaine.